Okay, good day. Unfortunately, I won't tell you too much because it's much more complicated with translation, but I will tell you the main messages which I would like to share. Donc elle va vous faire une version un peu raccourcie, parce que avec la traduction ça rallonge, mais elle va quand même vous partager l'essentiel de son message. And actually, the war in Ukraine started in 2014, but the escalation, how you know, was in February, 24th of February, and during one day and one night, actually the life of each Ukrainian was completely changed, and photographers and artists as well. Donc la guerre en fait dure, elle a commencé en 2014. Et depuis, il y a eu une escalade dans les tensions qui ont beaucoup accéléré début 2022. Et en fait, d'un jour sur l'autre, la vie des gens, la vie des artistes et des photographes, la pratique a changé très brusquement. And how you already know that male artists or males in general, they can't leave Ukraine in their age between 18 and 60. They could travel outside only for the short time, only if they can get the permission for a special event, as opening of exhibition or something. Donc les hommes ukrainiens, les artistes aussi, n'ont normalement pas le droit de quitter le pays, tous ceux qui ont entre 18 et 60 ans. Sauf exception pour une courte période de temps, c'est pour un vernissage par exemple, pour l'Italie, pour ça va être compliqué. Female and girls decide who has, first of all, who has kids or old parents who had the possibility they flew to Europe, but also in summer already a lot of big numbers of the Ukrainians back to Ukraine, but also at the same time a lot of female artists decided to stay in Ukraine. Donc il y a beaucoup de gens qui sont partis. Even the people with kids Females. Non, les femmes sont parties beaucoup avec leurs enfants. And the elder parents also. Those kids or other parents, but like some of them decided to stay, especially artists. Ouais. Parfois avec leurs parents plus âgés, de plus de 60 ans. Mais il y en a aussi beaucoup qui ont décidé de rester sur place. And the thing is after the escalation of the war, for the artists, it was only one way to function. It's documented the changes and documented the daily life where they're living and the situation which is surrounding. Donc pour ceux qui sont restés, il y avait une seule manière de vivre et de travailler, c'était documenter les événements qui se passaient autour d'eux. But the problem is that nobody was ready for this, because the works which you'll see now, this is the artists, photographers who never had any single day or experience to work on the front line or conflict zone. Donc la question aussi c'est comment est-ce qu'on fait quand on n'est pas habitué, c'était pas prêt, pas préparé. Ça faisait pas forcément partie de leur pratique de faire de la photo documentaire, du reportage, qu'ils ont dû s'y mettre dans But when you're in Ukraine, there's no option to do nothing. There's no option just to read the news. So for the photographers, it was important to document the evidence of the war and to document how the cities are changing. Pour eux, c'était inconcevable de rien faire. Donc, voilà, c'était un besoin de montrer la guerre, de montrer tous les changements qui avaient lieu dans les villes. And they had a really short time to learn how to behave during the war. Et c'est un comportement, se déplacer et travailler en condition de guerre, c'est un comportement à apprendre. And of course, this is a huge interest from international media and a lot of international photographers arriving to Ukraine. But this is a difference when the international artists working in Ukraine and when the local artists working in their country. Il y a beaucoup de photographes étrangers, internationaux, qui viennent prendre des photos en Ukraine, mais c'est pas pareil, c'est pas la même chose. And first of all, this is difference is because international photographers and media who is arriving to Ukraine, they're staying like months, 2 months, but then they have this possibility to go back home, to the safe zone, to their families, to really have a rest
And while they're working in Ukraine or in the conflict zone, they're not worried about their families. La différence principale, c'est que les photographes étrangers, ils restent pour un mois, 2 mois, et après ils rentrent chez eux, ils ont un foyer qui est en sécurité. Et donc ils ont aussi un autre état d'esprit quand ils sont en train de prendre des photos. And for Ukrainians it's different, because it's 24 hours with stress, living in the same situation, in the same conditions, worrying about your family, about your friends. When you'll be back home, you don't have any single moment to have a rest. Les photographes ukrainiens, pour ça, ils sont 24 heures sur 24 dans ces préoccupations. Ils s'inquiètent pour leur famille, pour leurs amis, pour leur foyer. Ils ne savent pas quand est-ce qu'ils seront de retour, s'ils seront de retour. Another difference is, of course, emotional distance. Et l'autre grande différence, c'est la distance émotionnelle, l'implication émotionnelle. Because it's different when you're covering the conflict, which is in your country, and when your people are dying. C'est évidemment différent de couvrir un conflit dans un pays étranger pour soi que dans son propre pays où les proches sont en train de mourir. And the third is actually the knowledge of language and the context. Donc les Ukrainiens ont une meilleure connaissance de la langue évidemment et du contexte. Because when you're living in the country, you are able to understand something which is deeper, which is not on the surface of the conflict. Ils comprennent plus en profondeur, c'est moins superficiel. So, and now I would like to talk about 3 artists who are actually presented in the show, and to show to you how the work were changed during this period of time. Donc on va voir les travaux de 3 artistes qui font partie de cette exposition. Et là, ce sont des photos qui viennent de défendre. Mikhail Palinchak, his works is just behind of you, and there's the trainings in Ukraine, and he used to work as an official photographer of the 5th president of Ukraine, Petro Poroshenko. Donc là, ce sont les photos de Mikhail Palinchak, les travaux sont en arrière. Là-bas, c'est les photos d'avant la guerre, donc les séances d'entraînement de l'armée ukrainienne. Et il était le photographe officiel du 5e président d'Ukraine, qui est Petro Poroshenko. Voilà. So, and because of this, he had access to a lot of official meetings, gatherings on or different international commission, different meetings on the high level where the important decisions were made by the presidents in different countries. Donc à cause de cette position, il avait accès à beaucoup d'événements officiels, de rassemblements, des grandes décisions prises. So, for example, one of the projects which he did was the Lateran Room, and he wanted to show this minimalistic rooms which were created especially for these important meetings where the main decisions are going on, where the main conversations are going on, and he wanted to show this through this minimalistic, absolutely not life style and spaces. What's the name of this here? Bilateral room. Bilateral. Yes. Ok, donc ça c'est une série qui s'appelle Bilateral Rooms, donc une chambre ou espaces bilatéraux qui montrent tous ces espaces qui sont conçus pour les meetings politiques et les a volontairement montrés de manière très minimaliste et sans vie. And in his works, for him is important colors and light. Donc la lumière et la couleur sont très importantes. He's paying a lot of attention on these 2 factors. And so when the 24th of February, the first days of the escalation, he moved his family to the west of Ukraine, back to Kyiv, and now he's staying in Kyiv and trying to coverage and to show what's going on in Kyiv and around. Donc le 24 février, il s'est déplacé avec sa famille vers l'ouest de l'Ukraine et maintenant il documente ce qui se passe à Kyiv.
This is the first time when he saw the dead person on the wall in Kiev. C'est la première fois qu'il a vu une personne morte. And here you can see, for example, on the first photo, it's a tattoo, was the map of Ukraine. And I don't know if you know, but if you will be catched by Russians, or if you need to pass filtration camp, you can be killed because of this tattoo, or you can lose your hand because of this tattoo. Donc c'est un tatouage, c'est la forme de l'Ukraine en fait. Et si on se fait frapper par les Russes avec un tel tatouage, on peut mourir, enfin, se faire tuer ou se faire tuer à la main. And the last photo, it's the Russian soldier who was killed, like he was fall down on his plane, crashed, and nobody is taking his body. And this is also example that there's a lot of Russian soldiers, dead Russian soldiers, and nobody is caring of them, on their bodies, nobody is taking them. Et cette photo-là, c'est un pilote d'avion russe qui s'est écrasé et personne ne s'est occupé de son corps. Et voilà, c'est des choses qui arrivent, qui sont arrivées plusieurs fois, qu'il y a des corps de soldats russes comme ça, mais personne ne s'occupe. Yes. What was the middle picture? The middle, it was a coverage of the monument, because like, when the war starts, like it's really like in other cities try to protect the monuments and architecture for the safe. Okay, donc c'est les monuments qui sont protégés, ils sont emballés pour protéger des bombes. And here's, for example, the hands of the civilian person who were killed in the East. C'est la main d'un civil qui a été tué à Boucha. So he didn't have this choice, if you want, he didn't have this moment of making a decision if you want to make these photos or not. But it was important to stay and to really like to focus and like to document what's going on in Ukraine. But still you can see in his works that like even that he's working with the war topic, he's still focusing on the light and colors. Donc il a senti qu'il n'avait pas le choix de faire ces photos, hein, elles sont très belles, c'est pas ce qu'il fait là-dessus. Mais on peut voir que la lumière et les couleurs restent très importantes. The next artist, Alina Smutko, her work is on the first room, just the big wallpaper. So Alina Smutko, she's a photojournalist, and before the escalation, she did a brilliant series about the life of Crimean Tatars in Crimea. Donc Alina Smutko, dans le travail dans la fin de la salle, a fait un travail sur les Tatars de Crimée. She traveled to Crimea in 2015, and she did this project in the period of 2016-2019, not legally, because it's not possible for Ukrainian journalists or Ukrainian photography to make their work in Crimea. Donc elle a fait cette série entre 2016, elle est arrivée en Crimée en 2015, elle a fait la série entre 2016 et 2019, de manière clandestine, parce que c'est pas autorisé. Prendre des photos de ce papa. In 2019, actually, she was catched by the Russian police and deported, and from that time, she didn't have the moment to be back to Crimea. Donc elle a été arrêtée par la police russe en 2019. Elle a été déportée, donc elle a quitté la Crimée, elle n'a pas eu l'occasion de retourner depuis. And for her, it's important that to tell the stories what's going on in Crimea, to tell the stories how the Crimean Tatars, the locals, exactly locals from this territory, living there under the occupation. Donc elle, ce qu'elle voulait, c'était montrer la vie de ces gens, de ces Tatars, sous l'occupation russe depuis 2014. Because a lot of them are in prison, a lot of Tatars were killed,
and also a lot of young Tatars had to flee to other cities of Ukraine. Il y a beaucoup de Tatars qui ont dû partir du Crimée, et aussi beaucoup qui sont morts. But at the same time, she tried to show the situation from the both sides, from the sides of the pro-Russian movement and from the sides of Tatars. Donc là, on voit des photos où elle montre les deux côtés de la situation, les Tatars à gauche et les pro-russes à droite. She didn't move from Ukraine when the escalation starts, even that she has a small kid. Elle est restée en Ukraine, même quand la guerre commençait à être très menaçante, après un petit enfant. She decided to stay in Ukraine and to show the stories of people and to share their stories. Voilà, vous allez partager l'histoire dans le discours. So from the beginning, she also focused on the events around Kyiv, but lately and now she's focusing more on telling the stories of soldiers, families, and really she has this focus on the human stories. Elle se concentre vraiment sur les histoires des gens. Elle a commencé par les civils et puis elle s'intéresse aussi beaucoup aux soldats et à la famille. The last artist in my presentation is Elena Subac, and her one work is in the small room, the last one. Donc ça c'est Elena Subac. Il y a une seule image d'elle dans l'exposition qui est And actually before the escalation, she was focused on the stories which is based on irony and absurd. Avant la guerre, elle travaillait sur l'ironie et sur l'absurde. For example, by this story, Grandmothers, she wanted to show the eclectic life and eclectic style of life in Ukraine by the showing and making collages of the old women and the surrounding around them. Donc elle a photographié une vieille dame en fait qui c'est pas vraiment ça que je représente maintenant, qui voulait montrer son mode de vie assez éclectique. So she's always working with light, especially with flash, and it gives completely different visual language. Elle travaille beaucoup avec la lumière, elle travaille au flash, c'est à ça qu'on reconnaît son langage visuel. After the escalation, the same. She stayed in Ukraine, but she is based in Lviv, in the west part of Ukraine, so her stories are different. Donc elle est restée en Ukraine, à Lviv, dans une ville qui est à l'extrême est, l'ouest pardon du pays. Donc ces images sont un peu différentes de ce qui se passe à Kyiv. For example, this simple series of chairs she did on the border between Ukraine and Slovakia, and she wanted to show this typology of how the local people from the Slovakia part tried to organize logistics for the refugees, and by this simply putting the chairs and putting the important stuff on them. Donc ces toiles ont été prises à la frontière entre l'Ukraine et la Slovaquie. Donc une série sur les chaises qui montrent comment les Slovaques essaient d'aider les réfugiés en déposant des éléments de nécessité première sur les sièges. By the next project, she focused on the stories of the refugees who moved to Poland. Donc ça c'est une autre série où on montre les histoires de réfugiés en Pologne. So you still can see that the visual language stayed the same, that she's working with the color, she wasn't working with the light and with flash. Donc on reconnaît toujours bien son langage visuel avec les couleurs et les flashs. But at the same time, the stories changed completely and her way and approach of working changed. Donc les histoires par contre sont complètement différentes dans les approches aussi. And by the end, I would like to say that now in Ukraine there's no space for the developing of contemporary art or reflection works.
Alors actuellement, évidemment, il n'y a pas de possibilité en Ukraine pour développer de l'art contemporain ou une réflexion. Ils sont vraiment dans l'urgence, dans la documentation. Even the artists who before used to work in the different experiments or installation or different approaches of the contemporary art, now they all switch to the documentation of the surrounding and documentation of the stories. Donc tous les photographes, même ceux qui avaient un travail pas du tout documentaire, se sont tournés vers ce genre d'image. Because there is no single moment when you can be in the silence, in the safe place, and to have time on the reflection and to think actually what's going on. Parce qu'il n'y a aucun moment où il peut y avoir du silence et du calme et de l'opportunité de réfléchir à un travail personnel. Thank you. Thank you. Plusieurs petits préambules à ma présentation. Oui, pardon, si je me demande ça va faire. Donc, ok. Alors, premier préambule, donc, parmi les photographes qui se rendent dans les républiques soviétiques, je fais partie de ceux qui sont russophones. Première chose. Parmi ceux qui ne sont, concernant l'Ukraine, qui ne sont jamais allés ni à Tchernobyl, qui ne sont jamais couverts après une femelle, ni Maïdan qui n'était pas non plus, par choix aussi. C'est un premier préambule. Le deuxième préambule qui est important, donc en fait j'ai un parcours en Ukraine, je ne montre pas un travail aujourd'hui, une entité, quelque chose de... Voilà, c'est depuis 94, 28 ans, à aller en Ukraine quelquefois 5 fois dans l'année, puis quelquefois à pu y aller pendant 3 ans. Ce qui fait que bon, sur toutes ces années, j'ai accumulé pas mal d'expérience. Des deux côtés, enfin sur toute la largeur de l'Ukraine, et du nord au sud, j'ai fait des résidences photographiques, j'ai fait des expositions, j'ai déjà dirigé des ateliers. Voilà. Là, c'est juste en intro, c'est le flyer une carte en invitation d'une exposition que j'ai faite à l'issue d'une résidence avec l'ambassade de France, une exposition à Petrovsk en 2013. Voilà. Donc j'ai un thème qui me tient à cœur, qui est la jeunesse. Pris dans toutes ses dimensions. Le dernier préambule, un petit hommage à mon ami Victor Maroshenko, qui était un très grand photojournaliste. Pas que, il a fait plein de choses. Il était photographe du président Leonid Kuchma pendant pas mal d'années. Quand il a cessé de faire ce job-là, il a créé son école. Il a créé un magazine 5.6 qui est un excellent magazine de photos, j'en ai pratiquement pas de meilleur, il a fait ça avec Victoria Tissot qui l'a aidé à financer, c'est la seule photo qui ne sera pas de moi, c'est des photos de Boris Mikhailov, une couverture de 2012, celui-là d'exemplaire de ce magazine. Donc comme dit, il a créé son école, il a créé ce magazine, il a co-créé le festival Quelle photo. Donc quelqu'un de très engagé pour la photographie, qui a vraiment fait bouger la photographie ukrainienne pendant un nombre d'années et qui est décédé d'un cancer. C'était parmi les russophones mon meilleur ami de loin. Voilà. Donc maintenant ça va être toutes les images faites par moi. Alors là en 1994, c'est mon premier séjour en Ukraine, en 1994, j'arrive de Moscou, je voulais photographier des mineurs, parce que bon, le Donbass c'était une réputation, alors j'ai des sujets qui sont, vous allez voir, assez engagés, assez, j'ai une photographie documentaire qui touche à des thèmes assez, voilà, assez rugueux, et donc pour moi, effectivement, parlant russe, la perestroïka qui intervient, à partir de 91, 92, j'ai commencé à aller en Russie, au Kazakhstan, Kyrgyzstan, l'Ukraine, les Pays-Baltes, à chercher des sujets, vous allez en découvrir quelques-uns. Donc voilà. En l'occurrence, la première expérience d'Ukraine n'a pas été excellente parce que les mineurs étaient en grève. Il était très souvent à cette époque-là. Donc c'était des types qui en fait étaient payés en bouteille de vodka en gros. Donc il y avait une ambiance un peu particulière. Quand le photographe se déplace de loin, qui est fatigué, qui essaie de travailler, qui en fait rencontre des types qui ont pas du tout envie de se laisser photographier. Il y a eu de grosses tensions. Ça n'a pas été mon meilleur séjour là-bas. C'est voilà, ma première expérience d'Ukraine. Ça n'a pas toujours été aussi compliqué que ça. Là, on est dans une colonie de vacances
à Zaporozhye. Voilà, donc on en parle avec la centrale nucléaire, qui est aux mains des Russes, et qui est menacée rapidement d'être utilisée dans le cadre de ce conflit. Voilà, donc voilà, ça, on retourne à Kiev. C'est la garde, on appelle ça la garde républicaine en fait, la garde présidentielle. Voilà, c'est des troupes qui font principalement des parades. Donc là, donc tout ça, c'était ma première résidence en fin de compte. Donc là, c'est les années. La première photo c'était 94, après c'est 98-99. Là, on est en 99. Voilà. Là, 99 sont des prostituées. Un thème qui me tient à cœur aussi. Je rassure tout le monde que je ne traite pas seulement en Ukraine. J'aime beaucoup la mise en scène, j'aime beaucoup échanger, j'aime beaucoup partager beaucoup de la vie de mes modèles. Et donc là, on est à Dnipropetrovsk en 99. Là, c'est plus récent, on est passé de l'argentico numérique pour ceux que la question chatouille. Donc là, c'est beaucoup plus tard, mais en 2012, j'ai fait, là c'était une deuxième résidence, c'était une résidence sur la jeunesse en milieu rural. Donc, 2011-2012, j'ai sillonné plutôt le sud de l'Ukraine, justement la partie qui est l'objet de tous les enjeux actuels. Là, on est près de Berdyansk, donc qui est tombé aux mains des Russes, juste après Mariupol. Voilà. Attention, donc, nouveau sujet sensible, je précise bien, afin de n'offenser personne, ce sont des Russes, les deux là, mais ça se passe à Kiev. Donc j'ai fait un de mes thèmes que j'étais amené d'abord à traiter dans le cadre de recherche que m'avait demandé un magazine allemand. J'étais amené à rencontrer, à infiltrer le milieu des néo-nazis, notamment en Russie, et je suis arrivé très rapidement en Ukraine parce qu'il y avait un appel très... Voilà. Donc il y avait un festival de rock néo-nazi qui se tenait tout le premier samedi d'octobre. Et donc j'ai suivi ça sur plusieurs années, rencontrant des personnes que j'étais amené à photographier. Voilà. Donc ils venaient de Pologne, d'Italie, de Royaume-Uni, de Russie, et ils venaient là à Kiev pour se bourrer la gueule et se taper dessus. Et voilà. Donc aussi dans l'actualité, je n'ai pas choisi cette photo, je ne l'ai pas non plus faite par hasard à l'époque, parce que, encore une fois, c'est une réalité là-bas. Mais donc j'ai ressorti ces photos en prenant soin de... Voilà, ce sont des Russes, c'est écrit dans son dos, il y a la preuve. Voilà. Un autre thème, donc là c'est un couple malade du sida, donc c'est pareil, c'est le portrait noir et blanc, c'est ce qui compte pour moi, mais souvent je l'ai fait en marge d'un reportage ou d'une commande, quelque chose qu'on me demande de faire. Donc en l'occurrence, si vous vous souvenez, en 2012, donc avant que tout ça dégénère en Maïdan et ce genre de choses-là, il y avait la Coupe d'Europe de football, qui était à moitié en Pologne, moitié en Ukraine, et donc il se trouve que je parlais en Allemagne, et donc ils se sont intéressés, les Allemands ont envoyé là où l'équipe d'Allemagne s'apprêtait à jouer. Et en gros, ça s'appelle à Kharkov, donc tout à l'est de l'Ukraine, donc l'équipe d'Allemagne s'apprêtait à commencer la compétition là-bas, donc j'ai été envoyé là-bas et j'ai traité des thèmes comme le hooliganisme, et donc Kharkov était, à l'époque, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais dite la capitale du sida en Ukraine. Voilà. Donc j'ai fait des photos là-bas, un reportage, et j'ai tiré ces photos-là. Si vous avez une bonne vue, il y a toujours chez Eric des petites choses à chercher dans les images. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sous la main de la jeune fille, qu'est-ce qu'on devine? Voilà. Donc pareil, ça, si vous... je ne l'ai pas cherché, c'est venu à moi, en l'occurrence. Parce que là, c'était le thème, encore une fois, ils sont malades tous les deux. Ils sont aussi drug addicted. Il y a tout plein de mes images, il y a tout plein d'anecdotes. Alors si vous posez la question, le papier derrière, pourquoi c'est aussi trash derrière eux, en fait, ils préparent une drogue qui s'appelle le croco, qu'on fait dans la cuisine avec du soufre, des saloperies pareilles, et ça a pété dans la cuisine, moi, il en voit, la cuisine était cramée. Voilà. Donc c'est une réalité d'Ukraine bien avant le conflit. Une des réalités compliquées d'Ukraine que j'ai. Voilà, c'est cette expérience-là que je souhaitais vous faire partager.
Aussi, c'est très amusant, c'est une photo faite par moi de l'avant-dernier président, donc Yanukovych, Viktor Yanukovych, qui était ici en visite à Strasbourg pour intervenir au Parlement. Et le quotidien Le Monde m'a envoyé faire son portrait. Donc là, on est en 2011, 3 ans, avant qu'à l'occasion des événements de Maïdan, il soit chassé. Vous ne paraît pas, c'est aussi moi qui ai fait cette photo-là. Je ne vais pas au Femen, les Femen viennent à moi, elles sont venues plusieurs fois. Donc là, c'est à Hanovre. Il se trouve que je bossais sur un salon de Hanovre. Il y avait Poutine, je me suis dit, tiens, je vais aller voir, je vais me rendre. Voilà. Mais j'étais vraiment pas à l'affût, j'étais pas payé pour ça en l'occurrence. Je vais aller faire d'autres photos, comme on peut faire sur un salon. Et donc, voilà, les deux Femen voilà. Et j'ai fait cette photo-là. On va dire que j'ai fait la meilleure photo dans l'instant. Malheureusement, j'ai été pris un peu de vitesse et j'ai pas fait un fichier RAW, donc les photographes comprendront le bâton. Je veux dire, en fin de compte, elle n'a jamais été publiée, elle méritait d'être publiée en grand. Or, elle n'est pas d'une bonne qualité. Voilà, ça bouge un peu. Et voilà, maintenant, je veux dire, dans l'instant, dans l'angle, alors que franchement, personne s'y attendait. Quoi. Vraiment, je suis vraiment pas un photographe de l'action. Vous avez vu, j'aime bien faire des mises en scène, j'aime bien. Voilà. Donc là, il se passe quelque chose, tac. Et voilà, j'ai pris ce moment-là. Et donc, il se passe plein de choses dans cette image. En fin de compte, si elle avait été les photographes qui sont là, je veux dire, je l'aurais fait au 250e de seconde, au 125e de seconde, en la prenant en gros, ça aurait été une photo qui aurait fait le tour du monde, c'est clair. Mais bon, voilà. Alors, pardon. Pour la traduction, là, Poutine. Voilà. En fait. Voilà. Donc il ne se laisse pas impressionner. Donc il y en avait deux. Hein. Il y en a une qui s'est fait choper à ma droite. Là, il y en a une première qui s'est fait d'ailleurs, c'est celle qui est morte. Hein. J'ai oublié comment elle s'appelle. Who died a few years ago. The one who was married in Paris. Voilà. Donc elles étaient deux. Voilà. Et voilà. Donc, ah oui, du coup, il n'y a pas le film. Attends, bougez pas. Alors, voilà. Alors, je mets sur pause. Donc, alors, vous avez vu à peu près chronologiquement, là, on arrive jusqu'à donc 2011 ou quelque chose comme ça. Donc, on est avant Maïdan. Donc, j'allais régulièrement dans ce film-là. J'ai fait, comme dit, des résidences, des expos. Un ou deux ateliers j'ai fait. Alors les ateliers, comme disait Catherine en intro, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur, j'aime partager la photographie et je fais ça aussi souvent que je peux, et je fais ça depuis 96 maintenant, avec des migrants dans les prisons, avec des enfants handicapés, comme disait Catherine, voilà. Alors, quand intervient Maïdan, et juste après Maïdan, quand le conflit commence, la guerre se déclenche donc à Slaviansk, genre en mai-juin 2014, je me dis, bon, moi je ne vais pas photographier la guerre, ça revient un tout petit peu à pourquoi je ne suis pas intervenu et répondu à votre question, monsieur. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je vais aller là-bas, c'est dans des coins que je connais, j'ai énormément d'amis là-bas, le Donbass, je me sens concerné. Voilà, qu'est-ce que je fais? En fin de compte, j'ai décidé d'aller faire des ateliers de photos là-bas. Donc là, on est fin 2014. J'ai fait un crowdfunding, j'ai eu un petit peu d'argent, et tout début de janvier 2015, donc avant le traité de Minsk 2, donc avant vraiment que les hostilités se calment, je décide d'aller là, je pars là-bas, la décision a été prise avant, et donc j'arrive là-bas fin janvier, et vous le verrez, donc en fin de compte, j'ai fait 3 ateliers pendant ce printemps-là, enfin hiver-printemps 2015. Donc le premier, je l'ai fait à Donetsk. C'était une ville un peu symbolique pour moi, mais le problème c'est que bon, je la voyais un peu symbolique comme Sarajevo, sauf qu'évidemment pour nous, chez nous, Sarajevo c'était les victimes, tandis que en 2015, Donetsk c'était plutôt, on va dire, ceux qui avaient choisi la mauvaise option. Voilà, on va pas dire autre chose. Voilà, et donc 4 minutes de vidéo, ça vous raconte des petits bouts, donc ça c'est 2015. Il n'y a pas besoin d'avoir le son d'ailleurs, il n'y a rien, vous verrez, il y a une fille qui parle à la fin. Voilà, quelques fragments de cette aventure. Donc comme dit, je suis allé dans 3 villes. Donc là, on commence par Donetsk. Donc
Voilà. Donc moi je coach, je fais en atelier les photos, là en l'occurrence c'est les photos faites par les jeunes. Oui, c'est... Pardon 5 minutes 2. Ok, non, c'est déjà l'amour, ok. Écoute, voilà, j'accélère. Oui, non, c'est pas... Voilà. Alors imaginez-vous, donc là quand même, donc j'étais arrivé quelques semaines plus tôt, là on est début mars, et donc les autorités locales, hein, les 10 séparatistes, hein, les méchants, m'ont permis à moi d'encadrer les jeunes et de les emmener donc, au service de traumatologie de l'hôpital de Dagnès. Il y avait des gens qui pouvaient en eux dans les pièces. Voilà. Et là, donc, les jeunes ont fait des photos des infirmières dans ce service de traumatologie. Voilà. Voilà. Et donc là, on se trouve à Ilitchivsk. Alors, petite anecdote, je me permets. Donc Ilitchivsk, on est en fait à 20 km d'Odessa. Et en fait, le groupe Photo-Day n'existait pas à l'époque. Donc moi je voulais faire des deux côtés, c'était ça l'idée, hein, d'aller dans le Donbass et puis aller en Ukraine. Et mon ami Victor Barlouchenko, il m'a dit va à Odessa, mais tu verras, il n'y a rien qui s'y passe. Effectivement, je suis allé à Odessa et Photo-Day, ça n'existait pas. Donc je suis tombé à 20 km de cette ville qui s'appelait Ilitchivsk, du prénom de Lénine, avec ce magnifique Lénine que vous avez vu, qui malheureusement n'existe plus. Il a été déboulonné juste après mon atelier là-bas. Voilà. Donc j'aime emmener les jeunes quand je fais ces ateliers-là, la caserne des pompiers, l'opéra, ce genre de thème. Donc là, on est donc près d'Odessa, donc loin du front à l'époque, loin du conflit, hein, parce que les était circonscrits au Donbass en 2015. Maintenant, évidemment, c'est plus chaud. Et donc Ilitchivsk s'appelle maintenant Tchernomorsk. Évidemment, parce que c'est difficile de porter le prénom de Lénine quand même. Donc, comme ville, hein, voilà. Donc ils ont viré cette immense sculpture de Lénine qui était quand même en doré ou en kitsch à mort, enfin un truc à faire venir les Japonais par millions. Mais voilà, ils l'ont été. Et voilà, un orphelinat aussi, c'est des thèmes qui me tiennent à cœur. J'aime bien emmener les jeunes. Voilà, c'était un atelier photographique aussi. Donc là, on est maintenant la troisième ville, Gorlovka en ukrainien, qui est donc au nord de Donetsk. On est retourné dans le Donbass. Donc là, on est en été 2015. Il y a eu Minsk 2 qui a été signé. Là, c'était quand même plus calme, même s'il tombait tous les jours ou toutes les nuits des bombes dans la ville. Quand même, c'était, on va dire, en gros, voilà. J'accélère après 4 minutes. Et vous n'avez pas le droit de poser des questions, du coup. Vous l'avez pas fait, vous en posez pas. Parce que vous avez compris qu'il n'y a pas de temps. Attends, non, c'est gentil, tu m'as dit 5, je vais te dire, il y en est passé 2,5, alors on pas. Non. Voilà, donc. Je voulais pas t'entendre, je voulais voir s'il y avait éventuellement des réactions, des questions. Ouais, mais non, mais du coup, ça va. Non, ouais, s'il te plaît, ouais. Voilà. Donc, ça, c'est quelques parutions qui ont suivi ces ateliers en Ukraine. Bon, voilà, donc si je fais escalader, là, ce qui se passe, parce qu'il y a et donc, très brièvement, parce que je suis retourné, voilà, donc j'étais à Mariupol il y a 2 mois. Voilà, j'y suis allé de ma propre initiative. Je suis membre comme d'agence de reportage en Allemagne, donc je ne me considère pas comme photojournaliste, néanmoins ça fait partie aussi de mon gagne-pain. Et donc je suis parti là-bas. Là, cette fois-ci, j'étais trop tôt pour faire des ateliers. Donc je me suis dit, je vais là-bas, voilà. J'ai choisi un thème qui était la rentrée scolaire à Mariupol, ça a plu beaucoup à la presse. Le magazine Stern a acheté tout de suite le sujet. Les journalistes ne pouvaient pas venir, donc moi j'étais tout seul là-bas. Moyennant quoi, j'ai quand même fait des interviews en russe, pas de problème. Et puis comme je parle allemand aussi, donc il n'y a pas de problème avec en gros, on fait l'article. Voilà, donc c'était dans le magazine Stern, quelques photos et on aurait terminé. Voilà, style photojournalistique, un peu moins ma tasse de thé, mais en même temps, on ne peut pas aller à Mariupol sans ramener ça. Je ne sais pas si ça renvoie un petit peu aussi à votre question. Quand on arrive quelque part et qu'on va, il y a des choses. Je ne pouvais pas prendre de drone, malheureusement. Et je devrais en fait y être en ce moment. J'ai oublié de vous dire, en fait, les Russes n'ont pas donné le visa, donc en fait, je devais retourner. On aurait pu faire un zoom de là-bas. Et voilà la dernière photo. Je boucle la boucle.
puisque vous avez compris, les photos noir et blanc, c'est quand même ce qui est ma marque, un tout petit peu. Et voilà une photo que j'ai faite du coup début septembre à Mariupol, une photo comme j'aime les mettre en scène, et qui parle de l'enfance, de la jeunesse, et qui parle de Mariupol, parce que un décor comme ça, pour l'instant, il n'y a pas ailleurs. Pour l'instant, il n'y a qu'à Mariupol que c'est dans cet état-là. Voilà, c'était tout. Merci de votre attention. I have one question. Yeah. Because you went to the Mariupol like already under the occupation, so after this, are you able to go to Ukraine to for the photos? I'm supposed to. I'm accredited. I'm accredited on both sides, but I didn't try. I was supposed to go there a few weeks ago, but at the last time the magazine, Stern magazine, decided to move the appointment a week sooner, and I couldn't go there. So I don't know exactly. I'm basically sure it's still possible to, but I belong to the few photographers who are allowed. Until the 24th of February, we're allowed to work on both sides. I'm not sure if the guy over there is still allowed to work in Ukraine, but because I follow the rules of Ukraine till now. I'm accredited, and I get through the front lines through Ukraine, through the Donbass, not through Russia. But nowadays, it's impossible to go to the Donbass within, so I tell you next time, because I have to. Voilà, alors pardon, donc du coup Katerina me posait la question si je peux encore travailler côté ukrainien, ce qui est absolument une excellente question, évidemment. Donc a priori comme ça en théorie pure, oui, parce que jusqu'avant le 24 février, je pouvais le faire. Je faisais partie des rares photographes qui avaient joué complètement les rôles ukrainiens, c'est-à-dire que les règles ukrainiennes, c'est-à-dire que pour aller photographier dans le Donbass, je passais par l'Ukraine, j'ai l'accréditation, talala, tous les trucs, les tampons, les machins trucs, et j'arrivais chez les séparatistes. Certains photographes n'ont pas pu faire autrement que de passer par la Russie, moyennant quoi ils sont un peu, on va dire, plus ou moins grillés pour travailler en Ukraine. Voilà. Donc là, il s'avère qu'effectivement, je suis allé à Mariupol il y a 2 mois en m'y rendant par la Russie, mais parce que j'avais pas le choix. Donc là, en l'occurrence, voilà. Je suis aujourd'hui accrédité des 2 côtés de la ligne de front, donc a priori, en plus j'ai 2 passeports, donc a priori je pourrais travailler des 2 côtés, sauf que là, mon problème c'est le côté russe, parce que les Russes ne donnent plus de visa en ce moment, depuis qu'ils ont déclaré que le Donbass c'était chez eux et qu'il y a la loi martiale. Là en ce moment c'est très compliqué. So to play the photo right now because the Russian they change the rules, so they couldn't get the visa. Voilà. Voilà. Yo, il y a des questions du coup. Ah, on va rester sur Internet. La site Jonathan, oui. Vous les avez montré photo. Elle est ukrainienne ou c'est une bonne question. Alors, la petite gamine, la petite blonde. Alors, je leur ai posé la question. Non, elle est russe. Elle est russe, mais il y a pas mal d'Ukrainiens. Enfin, j'ai pas voulu. Alors, allez voir sur mon site, il y a tout. Hein. Alors, sur mon site, vous verrez plus de noir et blanc, vous verrez plus de tout, si ça vous intéresse. Et puis, il y a aussi le reportage de Mariupol en entier. Et effectivement, alors du coup, comme moi j'étais sans journaliste, qui m'arrive dans ce contexte-là, finalement, de manière assez exceptionnelle, puisque c'est un véritable travail photojournalistique que j'ai fait. Et donc, j'ai fait des interviews moi-même. Donc je sais qui est qui, quoi, vraiment. Et donc je peux vous dire qu'il y a des Ukrainiens là, pas de problème. Il reste des Ukrainiens là, ça je peux le. Et ils le disent ouvertement et ça pose de problème à personne en fin de compte. Tout le monde trouve ça étrange, mais en fin de compte, voilà. Alors ne posez pas plus de questions sur pour qui sont les gens là-bas, ce jeu-là, mais en tous les cas, voilà, il y a toutes les ethnies, tous les groupes sont représentés encore là-bas. On va croire que même si il y a des gens qui reviennent en plus, hein, qui reviennent à Mariupol, c'est une certitude. Voilà. Peut-être j'ai un commentaire, parce que j'ai aussi trouvé oui, votre dernière photo est vraiment forte. Ok, c'est vrai que la dame a demandé si la jeune fille était ukrainienne, était russe. Moi j'avais pensé que d'abord noir et blanc.
Dans la guerre, il n'y a pas de noir et blanc. Ça, j'ai déjà trouvé intéressant. Dans la guerre, il n'y a pas de noir et blanc. Normalement, il n'y a pas vraiment de noir et blanc au cinéma. Oui, il y a un peu moins de couleurs, déjà. Quand c'est cramé comme ça, les maisons, les bâtiments Mariupol, vous pouvez le faire un jour où il était gris, comme en novembre, je pense que des couleurs, pardon. Bon, ok, alors je vais faire court. Est-ce que vous avez pu, j'ai compris que c'était pendant l'occupation, est-ce que vous avez pu visiter Azovstal, ici, oui, donc non. Qu'est-ce que vous avez vu? Alors, c'est une excellente question aussi. Évidemment, il n'y a pas de photographe qui ira à Mariupol sans s'intéresser à Azovstal. Alors, je le répète, moi je suis allé donc, en courant du mois d'août, de ma propre initiative, en connaissant un tout petit peu les rôles, mais quand même la donne, tout avait changé quand même. Et j'ai pas, avant d'arriver, j'ai pas donné toutes mes intentions. Parce que je voulais quand même, j'étais même pas sûr de vendre mon reportage. Donc je suis arrivé, je vous dis, j'ai pas pris de drone. Donc mes intentions concernant Azovstal, je les ai pas déclarées là-bas parce que je me suis dit, tout d'un coup, je vais avoir le FSB, les services secrets qui vont venir tout de suite me... Voilà. Donc en gros, pendant mon premier séjour, j'en ai pas du tout parlé. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas eu mon visa? J'en suis pas certain. Mais enfin, j'ai fait une demande officielle pour faire des photos à Azovstal et je ne l'ai pas eu au prétexte, m'a-t-on dit, que en fait tous les hommes sont à la guerre et qu'en fin de compte, Azovstal, il faut s'imaginer que c'est quelque chose qui s'étale sur plus de 5 km, c'est 5 ou 10 km, sur plusieurs étages. Je veux dire, si on laisse tout seul, je peux me perdre vraiment. Je peux me perdre, je peux me blesser, je peux prendre un coup sur la tête. Donc, sous prétexte que personne ne pouvait m'accompagner, vrai ou pas, j'en sais rien, ils m'ont pas permis d'y aller. Voilà. Donc là, concernant Azovstal, j'ai deux problèmes. C'est un, le visa pour arriver jusque là-bas, et deux, avoir quelqu'un qui me fait la visite. Voilà. Le visa, c'est une des autorités russes, c'est ça? Non, le visa, c'est comme n'importe quel visa, c'est le consulat ici. Mais le consulat. Le consulat russe, on parle de Mariupol là. Oui, on parle de Mariupol. Il est arrivé déjà, non? Pardon? Pardon? Il est arrivé ou il est toujours occupé? Ah non, Mariupol là-bas c'est occupé, c'est occupé. En ce moment, oui, non, en plus c'est assez loin du front, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, paradoxalement, c'est la ville la plus détruite, mais c'est la ville la plus. L'école a repris, l'université a repris, ils ont reconstruit les écoles, parce qu'en fait le front est à 30-40 km, et puis, je veux dire, ça intéresse plus les Ukrainiens de taper sur Mariupol, parce que. Il y a pas grand chose qui tient. Donc, quand j'ai passé là-bas 3 semaines, c'était très calme, il faut dire. Alors qu'à Donetsk, vous allez à Donetsk, je ne sais pas si vous suivez, mais Donetsk, il en tombe toutes les heures. Donc, vous n'allez pas faire du shopping. Hein, il n'y a pas d'eau, il y a. Enfin, bref. Merci. Ce que je vais faire, comme il y a plusieurs personnes qui me connaissent déjà, je ne vais pas me présenter très longuement. Juste résumer que je suis photographe, indépendant, je travaille pour les principaux médias français, nationaux et étrangers, que ce soit Le Monde, que ce soit l'Obs, que ce soit le Guardian ou les Allemands aussi. Et à côté de ça, je vais faciliter autres qui relèvent plutôt de l'ordre de l'écriture. Et ça va compter, mais vous verrez comment on va retomber sur nos pattes ensuite. Non, ce que je voulais juste te dire, en entendant parler Katarina, Eric, tout ça, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que vous avez aussi bien le point de vue des photographes ukrainiens, qui du coup vivent cette réalité dans leur chair, mais qui ne vont pas forcément avoir le recul qui n'arrivera qu'avec le temps. Vous avez aussi des points de vue comme le nôtre avec Eric, qui sont des points de vue d'étrangers qui viennent sur place, qui peuvent avoir un recul différent, mais qui n'auront pas du tout la connaissance aussi poussée forcément que celle des gens sur place. Alors, j'ai presque envie de dire que la photo idéale, ce serait de trouver quelqu'un qui se trouve entre les deux, mais je ne pense même pas que ça existe. Quelqu'un qui a à la fois la connaissance et le recul, à moins qu'il travaille vraiment sur sa famille ou sur des sujets très intimes. C'est une des fragilités de la photo. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, donc je vais faire très court en fait, des dossiers, ce que disait Catherine avant, c'est que le Donbass, moi je suivais que depuis 2015, et malgré tout depuis 2015, être donc, sur à peu près 7-8 ans à m'y rendre régulièrement, j'ai ramené beaucoup d'images.
une dizaine de disques durs à la maison, externes. Là, vous allez en voir 20, donc qui ne sont pas forcément représentatives, puisque je ne suis jamais parti sur place pour des commandes photos. Comme ça a été dit tout à l'heure, l'Ukraine n'intéressait personne jusqu'à 2014. Il y avait beaucoup de stéréotypes plus ou moins positifs ou négatifs sur ce pays, comme sur tous les pays. Et c'est vrai que moi j'y étais par curiosité, puisque dans une guerre, il y a toujours deux camps, même si c'est plus complexe que ça sur place. Moi j'ai été intéressé par le camp auquel personne n'avait accès, qui était fermé aux journalistes étrangers, fermé aux photographes étrangers aussi, puisque justement les zones séparatistes à l'époque, avant l'agression du 24 février, qui elle, forcément, n'a rien de définible, mais les territoires séparatistes étaient inaccessibles aux journalistes étrangers, dans la plupart des cas, et moi je ne suis pas journaliste, j'étais photographe, je me suis présenté comme artiste, et à ma grande surprise, j'ai à chaque fois eu accès et eu les accréditations pour travailler assez librement sur place. Comme Eric, je n'avais pas besoin de fixeurs. Pour ceux qui connaissent ce terme, les fixeurs sont les locaux qui sont traducteurs, qui sont guides pour les journalistes étrangers, qui servent de lien, de relais, je dirais d'obstacle presque, avec le réel, mais ce qui fait que j'étais tout le temps libre et autonome. Ce que je vais vous montrer, donc ça a rarement été publié. Là, je vous montre juste une petite série symbolique parce qu'elle illustre un petit peu ma façon de travailler. Si ça s'ouvre. Yes. Bon, on peut commencer n'importe où, il n'y a pas d'ordre, forcément. Je regarde juste si on peut mettre en plus un écran. Non, bon, vous n'aurez pas le plein écran. Ça? Non, là, tu vas super côté, si tu veux, non. Et les flèches, ah oui, merci. Parfait. Donc c'est une série extrêmement symbolique, puisque déjà je vous ai présenté sans légende, sans texte, sans contexte, justement. Et Katrina, avant, parlait du contexte, c'est vrai qu'il est important. Dans mon cas, ces images qui n'ont jamais été commandées par personne, dès le début, devaient prendre place dans un livre. Donc ce livre, il est en cours d'achèvement. Il prend fin symboliquement au 24 février. Enfin, mon récit s'arrête le 24 février, puisque le 24 février, il y a cette guerre d'agression qui commence à grande échelle, où je ne me suis pas rendu, puisque beaucoup de photojournalistes se sont bousculés pour y être. Moi, ça ne m'intéressait pas, car je ne fais pas du news. J'essaie plutôt de produire des images avec une lecture ouverte. Donc, je suis content de voir ici, par exemple, l'exposition actuelle présente beaucoup d'images un petit peu ambiguës, comme ça, qui fonctionnent de façon assez autonome. Et ce qui m'intéresse aussi, comme Eric, c'est que j'aime beaucoup intervenir sur mon environnement. Mais vous verrez que le fil conducteur entre ces images-là, bon, c'est évident, mais d'une part, c'est l'utilisation de flash, de lumière, d'éléments qui soulignent l'artificialité un petit peu de cette écriture visuelle. Bon, il y a des choses plus documentaires que j'aurais pu enlever, mais à peu près tout le temps, vous verrez justement qu'il y a cette présence du flash, qu'il y a un outil artificiel. Je tenais aussi à faire des images qui pouvaient être prises dans les deux camps. Parce que moi, mon rôle, je n'ai rien à voir avec la politique, je n'ai rien à voir avec un discours de l'une ou l'autre propagande, qui sont en cours dans les deux camps. Je voulais plutôt insister sur ça paraît bête et naïf, mais sur la tragédie humaine qui est sur place, parce que même si c'était des zones séparatistes aujourd'hui annexées par la Russie, il y a quand même un certain nombre de personnes sur place qui sont une population civile, qui est restée soit par choix, soit par défaut, parce qu'ils ne pouvaient pas partir, parce qu'ils ne voulaient pas partir, ou autre. Mais je voulais montrer que c'était avant tout, des gens comme vous et moi, ça paraît con à dire, mais dans nos médias, ils étaient présentés soit comme des séparatistes, soit comme des terroristes, soit au contraire comme des populations génocidées selon les points de vue des Russes, alors que c'est aussi des Gus, des types qui ont des vies, et des femmes qui ont des vies très banales parfois, parce que la vie reprend très vite sur une zone de guerre, c'est quelque chose qui surprend aussi beaucoup. Mais assez rapidement, on peut racheter des pizzas, on peut trouver des combines dans des hôtels, enfin bref. La vie reprend toujours très vite. Et moi, mon fonctionnement,
qui encore une fois n'est pas celui des journalistes, c'est que moi j'acceptais toutes les rencontres. Alors peut-être que là c'était plus proche de la performance artistique, mais tout ce que l'on me proposait d'aller voir, je l'acceptais. Donc si je rencontrais par exemple quelqu'un, une civile qui me disait venez voir comment je vis, je disais ok. Si je rencontrais des militaires qui me disaient viens, on va te montrer tel point du front, c'est chaud, on t'emmène, je disais oui, et j'acceptais toutes les rencontres, sans exception. Après, je photographiais ce qu'il y avait devant moi. Donc je n'avais pas de feuille de route, je n'avais pas d'image à ramener, ni de contraintes de rentabilité, puisque je faisais tout sur mes économies propres, c'est un peu un pari que je faisais, dans le but de faire ce livre qui serait publié avec un recul certain, puisque maintenant il se termine ce livre 8 ans plus tard presque, et j'avais besoin de ce recul pour être sûr que tout ce que j'ai ramené tienne encore le choc de l'histoire, on va appeler ça comme ça. Vous voyez qu'il y a des images qui se mélangent, qui vont raconter des choses plus graves, d'autres qui sont plus drôles. Alors voilà, là c'est juste un extrait très, très symbolique que j'ai pioché sur plusieurs années, parce que les images de flash j'en ai fait sur plusieurs années. Il y a des gigas d'images aussi qui ont été scannées, de photographies argentiques que j'ai pu faire, beaucoup de polaroïdes qui étaient aussi bien faits pour moi que pour donner aux gens, et aussi énormément d'images amateurs. Parce que moi j'ai beaucoup de plaisir et j'accorde beaucoup d'importance à l'image amateur, et je demandais à tous les gens que je rencontrais de m'en donner, civils, militaires, donnez-moi les images que vous faites, parce que je les trouve à la fois plus percutantes, plus justes, et éthiquement moins, on va dire, moins légères que ce que nous, étrangers, intrus presque, pouvons produire. Par exemple, juste à titre d'exemple, récemment il y a un livre qui est sorti auquel j'ai participé, je vais juste vous montrer quelques images. C'était un ouvrage collectif sur, alors là c'est une thématique très particulière, puisque c'est sur le rapport des populations d'origine africaine dans les pays de l'ex-Union soviétique. C'est assez précis. Donc, soit des étudiants africains qui se sont installés en Ukraine, en Russie ou ailleurs, soit des gens qui sont nés là, parce que leurs familles s'y étaient installées de l'époque de la coopération soviétique, où il y avait vraiment une entraide entre certains pays et l'URSS. Et donc là, ce projet, par contre, il avait eu lieu pendant le Covid. Je devais me rendre en Ukraine et en Russie. Donc l'Ukraine, moi, j'y ai accès que depuis 2020. Avec un mistake, mais depuis 2020, je suis autorisé à y retourner, parce que l'ambassade de France a expliqué aux autorités ukrainiennes que je ne suis pas un dangereux espion. Je suis un photographe, artiste, voilà, qui a fait d'autres travaux en Colombie, qui a fait d'autres travaux dans des pays d'Afrique, qui a travaillé un petit peu à gauche à droite, avec toujours comme mission de donner des réponses aux stéréotypes négatifs sur la Colombie, sur Chypre Nord, sur les thématiques françaises aussi, sur le milieu carcéral et tout ça. Et donc là aussi, c'était ma mission de répondre par l'image aux stéréotypes visuels sur ces zones-là. Et là, par exemple, vous voyez que tous les liens que j'ai gardés, toutes les illustrations qu'on a fait pour ce livre, donc sur les présences africaines, on va appeler ça comme ça, en Ukraine, en Russie, ailleurs, moi je les ai fait par Skype, parce que je ne pouvais plus y aller à cause du Covid. Donc là, les shootings se faisaient sur Skype, il fallait guider, c'était vraiment comme un shooting de mode, etc. Donc vous voyez par exemple avec cette demoiselle qui est installée en Russie, qui est mannequin, etc. Ou par exemple, je suis désolé, on va finir sur une note un petit peu plus grave, mais par exemple, il y a ce monsieur aussi que j'avais rencontré, qui lui s'était installé avant la guerre, bien avant la guerre. Donc ça, c'était un jeune étudiant africain qui lui s'était installé en Ukraine pour étudier, et puis pour ses études, il est allé à Donetsk, là où était Eric. Donc en 2009, il s'est installé à Donetsk. Il y a fondé une famille, il a rencontré une femme, il a des enfants. En 2014, la guerre a été déclarée, et donc tout est consigné dans le livre, hein, il y a beaucoup d'interviews, on a tout retranscrit. Et quand la guerre a été déclarée, il s'est dit, ben voilà, moi, l'université de Donetsk m'a formé pour être un ingénieur. Maintenant que c'est la guerre, qu'est-ce que je peux faire pour lui rendre l'appareil? C'est m'engager aux côtés des miliciens, des séparatistes. Et donc depuis 2014, Alpha, donc ce monsieur,
était dans l'armée séparatiste. Et le 5 octobre dernier, donc 8 ans après s'être engagé, on a appris qu'il était mort, justement, qu'il s'était fait tuer pendant la guerre, qui est devenue une toute autre guerre. C'est un autre sujet, on peut en parler. Et tout ça pour dire que le côté multimédia, le fait de travailler aussi avec des supports amateurs, avec des supports pauvres, etc. De toute façon, là vous voyez juste des retranscriptions en images, il y en a beaucoup. L'image, sous toutes ses formes, m'intéresse, que ce soit celle que j'ai produite, celle qui est produite par des professionnels que je vais m'approprier et détourner, celle qui est produite par des amateurs, et surtout avec ce soutien du texte qui pour moi est très important, parce que je considère que l'image ne peut pas tout raconter, c'est ce qui a été dit avant aussi. Elle ne peut pas raconter ce que la musique raconte, elle ne peut pas rapporter des odeurs, des bruits, elle ne peut pas rapporter ce qu'on n'a pas eu le temps de pouvoir faire techniquement, parce que c'est passé trop vite, parce que c'est invisible, etc. Et moi, j'ai besoin de cette présence plus globale, multimédia, pour témoigner d'un réel qui est par nature plus complexe que ce médium photographique qui ne peut capturer que le visible et en plus le figé. J'ai pas beaucoup parlé d'Ukraine, mais bon, je peux le faire dans les questions. Je m'arrête là, je peux répondre à vos questions. Yes. Bon. Voilà, c'est fait. Bonne nouvelle quand même, il faut retourner en Ukraine. Je ne savais pas. J'ai zappé sur l'info. Donc, depuis 2000 mois. Voilà. Donc, ça corrige ce que j'ai dit juste avant, que j'ai laissé supposer. Et donc, c'est de tenter de faire là-bas. À titre d'anecdote, ça peut vous laisser là-dessus, mais depuis le mois de janvier 2022, moi j'ai relancé toutes les rédactions avec lesquelles je travaille régulièrement, justement Le Monde, l'Obs, Society, etc., en leur disant dès janvier, envoyez-moi, il va se passer quelque chose. Jusqu'au 20 février, j'ai eu aucune réponse sur environ 60 mails qui ont été envoyés, des coups de fil, etc. On me disait on ne sait pas, on va voir l'Ukraine, ça ne nous intéresse pas. Et le 25-26 février, là, j'ai eu beaucoup de mails et d'appels, non pas pour m'envoyer, alors que j'avais accès aux zones auxquelles personne n'a accès, mais pour demander justement d'aider leurs équipes sur place. Donc voilà, après, c'est vrai que toutes les coulisses, les mécanismes de l'image, c'est assez complexe. Il y a toujours des arguments économiques derrière. Les photographes sont des gens pleins de bonne volonté, plein de projets, mais ils sont souvent rappelés à l'ordre par la réalité et ses contraintes matérielles. Voilà, il faut savoir aussi en voyant ce qu'il y a autour de vous. On devrait tous raconter beaucoup de choses, mais le réel nous recadre et nous fait faire des choses parfois différentes. Des fois en bien, des fois en mal. Des questions? On vous digérez vous aussi. On est pareil. Ok, on va voir, c'est bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, c'est pour vous voir quelque chose en Vous n'avez pas besoin de fixeur parce que vous parlez la langue. Oui, sur place, j'étais toujours seul. Ce qui est beaucoup plus simple aussi, justement, dans les projets improvisés, ce qui définissait toutes mes rencontres étaient improvisées, mais que ce soit dans des cadres militaires ou civils, d'être seul, d'avoir. Moi, je jouais beaucoup sur le côté Pierre Richard, le mec maladroit, le mec qui fait un peu de la peine, parce que souvent, on a envie de vous aider dans ces cas-là. Et Pierre Richard est une star en plus dans ces régions-là. Et non, j'étais toujours seul. Ça a facilité beaucoup de choses. Et donc, vous avez été blacklisté par l'Ukraine jusqu'en 2020 parce que vous étiez séparatiste pour ce travail, c'est ça? Parce que j'étais rentré par la Russie. À l'époque, j'étais pour de toute autre raison. Et comme économiquement, je suis indépendant, je n'ai pas de rédaction qui, même si ça n'existe plus, de rédaction qui allonge un chèque avant. J'ai dit, je suis à côté, je vais essayer de passer par la Russie, on verra. Ça a marché, sauf que ce seul passage faisait considérer aux autorités ukrainiennes, j'étais rentré clandestinement, etc. Heureusement, l'ambassade de France a expliqué ensuite le pourquoi du comment. J'ai été soutenu là-dedans. Et voilà, maintenant, c'est accessible, sauf qu'il y a eu le Covid, sauf que maintenant, avec la guerre, comme je vous l'ai dit, il y a eu plus de 2000
journalistes et médias occidentaux qui étaient sur place. Moi, le news ne m'intéresse pas. Et beaucoup d'images qu'on a vues sur place, c'est aussi très cadré. On ne vous envoie pas au doublé, surtout en situation de guerre. À l'époque où j'y étais, c'était des séparatistes à l'époque, principalement. Donc on pouvait toujours bricoler des trucs. On pouvait toujours passer entre les mailles. Là, maintenant, c'est complètement l'armée russe sur place. Et c'est pas du tout les mêmes méthodes. Et une bavure arrive plus vite. C'est tout autre chose. Et voilà.